Évidemment une émotion toute particulière et un honneur d'accueillir ce soir dans notre école celui qui fut mon, vous m'en voudrez pas de dire mon, directeur de thèse, un formidable directeur de thèse. Voilà. Et à vous donc, cher Philippe, cher professeur. Merci. C'est pas très facile après d'intervenir. Donc je voudrais d'abord vous remercier de votre présence, malgré les multiples sollicitations de fin d'année, malgré la chaleur. Remercier également ceux et celles qui ne sont pas dans cette salle, mais qui nous suivent par visioconférence et qui sont dans d'autres sites de cet SP. Vous remercier pour votre intérêt pour ces questions de pédagogie, de philosophie de l'éducation, pour ces questions effectivement autour du langage que nous utilisons habituellement quand nous parlons de ce qui se passe dans nos classes, dans l'école, dans l'ensemble du monde éducatif. J'ai particulièrement aimé dans l'introduction de Luc l'usage du mot critique parce que effectivement, si je n'ai pas écrit une critique de la raison pédagogique, c'est parce que ce titre avait déjà été pris, mais je l'aurais bien utilisé, et que je me reconnais assez bien, sinon dans la totalité des affirmations, du moins dans l'inspiration de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie critique, c'est-à-dire celle qui s'interroge sur ce que parler veut dire, sur ce qu'il y a réellement derrière les mots que nous utilisons, sur les malentendus, qui travaillent sur ce que le langage a de plus exigeant pour arriver à ce qui me paraît être une qualité essentielle de l'enseignant et que j'appelle dans certains de mes écrits récents la fermeté linguistique. La fermeté linguistique qui, si on prend ce terme en le référant par exemple à la théorie des apprentissages et du développement de Vygotsky, permet la construction des instruments psychiques par l'enfant, alors qu'un usage peu élaboré, un usage bavard, un usage qui serait approximatif du langage, ne permet pas la construction de ces éléments psychiques qui permettent de s'approprier les savoirs et, au-delà des savoirs, bien sûr, de comprendre le monde. Voilà. Alors, je me reconnais parfaitement dans cette notion de critique et c'est un peu ce travail critique que je vous propose de faire avec vous modestement cet après-midi. En introduction, juste pour clarifier et éviter les malentendus, quelques mots sur qu'est-ce que la pédagogie. Ce ne sont pas les sciences de l'éducation, ce n'est pas non plus le discours éducatif habituel, je vais y revenir. Dans une première partie, je tâcherai de vous montrer que la pédagogie est en proie au lieu commun et quelles que soient d'ailleurs les personnes qui les utilisent et le clan ou le groupe ou la doctrine à laquelle ils appartiennent. J'essaierai dans un deuxième temps de traquer quelques-uns de ces lieux communs, de les décortiquer avec vous et de voir ce qu'ils peuvent recouvrir et surtout ce que nous apprennent les contradictions de leurs acceptions. Et puis, je m'intéresserai à un lieu commun parmi d'autres sur lequel je tenterai d'approfondir un peu les choses dans une troisième partie, qui est le lieu commun de l'individualisation qui apparaît aujourd'hui dans un nombre considérable d'instructions et de textes. Je vous en ferai, si on en a le temps, la liste, comme l'injonction quasiment obligée et le passage absolument incontournable de toute pratique éducative. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction d'abord autour de la pédagogie. Pour dire que la pédagogie, ce ne sont pas, bien sûr, les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation se sont même créées en 1967-68 en se démarquant résolument, radicalement, et de la pédagogie et de ce qui existait alors dans les écoles normales, les ancêtres des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sous le nom de psychopédagogie. Les sciences de l'éducation se veulent une approche multiréférentielle de la réalité éducative avec des critères de scientificité extrêmement précis. Pour ce qui concerne la pédagogie, j'emprunterai volontiers
la définition qu'en donne Jean Housset, qui me paraît être une des définitions les plus opérationnelles, les plus utilisables, les plus faciles. Il se demande qu'est-ce que la pédagogie et il répond c'est l'enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique éducative par la même personne sur la même personne. Le pédagogue est un praticien théoricien de l'action éducative. Il cherche à conjoindre la théorie et la pratique à partir de sa propre action, à obtenir une conjonction parfaite de l'une et de l'autre, tâche à la fois indispensable et impossible. Sinon, il y aurait évidemment une extinction de la pédagogie. Il y a en effet, dit Jean Housset, toujours un écart entre la théorie et la pratique. La pratique échappe toujours un tant soit peu à la théorie, et la théorie, elle, dépasse ainsi toujours quelque peu la pratique. J'abrège. En pédagogie, il y a donc un écart fondamental entre la théorie et la pratique. C'est dans cette béance qui tout à la fois sépare et unit que se fabrique la pédagogie. Cette impossible et nécessaire conjonction entre théorie et pratique est à la fois le lien entre les deux, l'impossibilité même de les réduire l'un à l'autre et le mouvement dialectique qui les enveloppe de façon indissoluble. Alors la citation est sans doute un peu longue et un peu pâteuse pour une introduction, mais elle a le mérite de la précision et de la clarté. Si on suit Jean Housset, Rousseau n'est pas un pédagogue, mais Célestin Freinet est un pédagogue. Ce qui différencie les deux, c'est que Rousseau est un philosophe de l'éducation, sans doute un des plus grands à travers l'Émile, le contrat social, mais qui n'est pas un praticien et qui ne s'est pas affronté lui-même à la nécessité de mettre en œuvre, de mettre en pratique ses propres théories et qui n'en a pas tiré des réflexions qui auraient pu servir de base à de nouvelles élaborations. Célestin Freinet, en revanche, est un pédagogue qui probablement n'aurait jamais été accepté s'il avait présenté ses travaux à l'université, ni comme maître de conférence, ni comme professeur, tant ses livres apparaissent aujourd'hui peu scientifiques, mais c'est un inventeur, c'est un homme qui a eu quelques intuitions, qui à partir de là a formulé un certain nombre de propositions, qui a mis en œuvre ces propositions, qui en a tiré un certain nombre de conclusions, qui à partir de là a fait évoluer ses pratiques, qui a créé un mouvement capable à ses yeux de faire progresser et évoluer l'école, et qui s'est toujours impliqué à la fois dans un combat individuel et collectif pour ce qu'il appelait l'école du peuple, l'école populaire. Alors, qu'y a-t-il dans la pédagogie? Ce n'est pas un hasard si j'ai cité le nom de Célestin Freinet, probablement le plus célèbre des pédagogues contemporains. Il y a essentiellement des figures. On peut parler de théorie pédagogique, mais elles sont le plus souvent reliées à un certain nombre de grandes figures. Alors, les premières, sans doute, de la modernité apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont un des plus grands disciples de Freinet, Pestalozzi, ou un homme comme le docteur Itard, celui qui a tenté d'éduquer Victor de l'Aveyron. Voilà deux hommes, Pestalozzi et Freinet, qui, l'un et l'autre, ont cherché à conjoindre la théorie et la pratique, à confronter la théorie et la pratique. Pestalozzi se donnait officiellement comme objectif de donner des mains à Rousseau, et dès les premières lignes du mémoire du docteur Itard sur Victor de l'Aveyron, il explique qu'il se réfère explicitement à la philosophie de Hobbes, d'Helvétius, de Condillac, des empiristes, des sensualistes du XVIIIe siècle, pour valider une hypothèse, et qu'il va montrer comment cette philosophie lui permet de proposer des pratiques qui elles-mêmes lui permettront de faire évoluer cette philosophie. Voilà, il y a donc dans la pédagogie un certain nombre de grandes figures de ce type. Il y a des doctrines, le plus souvent portées par ces figures, même si elles les dépassent. Ici, on pourrait faire une histoire des doctrines qui ne soit pas tout à fait l'histoire des figures. Et puis il y a des conceptions qui traînent, ici ou là,
qui ne sont pas forcément formalisées en doctrine, qui ne sont pas forcément implicites ou explicites, mais qui peuvent être repérées à travers les propos qui sont tenus, et en particulier les propos sur l'éducation. Que peut faire donc le chercheur qui travaille en pédagogie? Il ne peut pas transformer la pédagogie en science de l'éducation, et surtout pas en science au singulier. La science de l'éducation au singulier n'a d'ailleurs existé que très brièvement en France, tout de suite à l'époque de Jules Ferry, pour donner à l'école publique que Jules Ferry venait de refonder une sorte de base qui se voulait scientifique, mais qui, à lire les leçons de sciences de l'éducation d'Henri Marion, par exemple, n'avait de scientifique que le nom. Donc, la pédagogie n'est pas la science de l'éducation. La pédagogie, à ce titre, exprime un propos, et j'aime bien l'idée de propos. Alain me paraît d'ailleurs, à cet égard, être un bon exemple de pédagogue, puisqu'il resta toute sa vie à la fois un philosophe de bon niveau, mais aussi un enseignant de terrain. Alors certes au lycée Henri IV, mais c'est quand même un terrain. Alors que peut faire le chercheur sur la pédagogie? Il peut faire une histoire de la pédagogie, il peut faire une histoire des doctrines et des pratiques pédagogiques, il peut réfléchir sur la continuité et les ruptures au sein de cette histoire. Il peut aussi mettre à jour des problématiques qui permettent de comprendre cette histoire. Il peut surtout, et il doit surtout, me semble-t-il, faire un travail critique sur le discours pédagogique, et c'est cela que je saluais dans l'introduction de Luc Baptiste tout à l'heure. Parce que celui qui cherche sur la pédagogie sait qu'il est sur un terrain non scientifique, il doit s'astreindre à la rigueur. La rigueur, c'est la précision de l'expression, c'est la clarté sur le statut du discours que l'on tient, c'est la possibilité de la falsification popérienne, c'est-à-dire de contre-attaquer et de supporter les contre-arguments. C'est la possibilité de donner prise, en tout cas, à l'argumentation contradictoire. Trop de discours, me semble-t-il, aujourd'hui, se déclarent scientifiques pour s'exonérer de la rigueur, pour s'exonérer de la clarté, par exemple, pour s'exonérer de la précision, pour s'exonérer d'une véritable fermeté linguistique au sens où je l'entendais tout à l'heure. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est bien ce travail de réflexion sur ce que j'appelle les lieux communs en pédagogie. Et j'entre là dans la première série de remarques que je voulais vous proposer. Expression de lieux communs que j'emprunte à celui qui fut mon maître, Daniel Hamlin, celui qui m'a beaucoup appris sur l'histoire de la pédagogie et qui, dans un livre paru en 1986 et dont le succès a été relativement faible, qui s'intitule « L'éducation, ses images et son propos », mais qui est un très très beau livre à mes yeux, qui définit la fonction du lieu commun en pédagogie, en disant que ce lieu commun a l'avantage d'être en quelque sorte capable de réunir autour d'un terme ambigu des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui peuvent néanmoins se retrouver sur l'essentiel. Daniel Hamlin explique que la modernité pédagogique fait un grand usage des lieux communs et que le courant de l'éducation nouvelle qu'a évoqué Luc Baptiste tout à l'heure, le courant réformateur qui prend corps au Congrès de Calais en 1921, ne va pas cesser de nous dérouler des lieux communs que nous utilisons tous encore aujourd'hui, parmi lesquels l'enfant doit être actif dans ses apprentissages. Personne n'a jamais défendu l'idée que l'enfant devait être passif dans ses apprentissages, hein.
Néanmoins, l'enfant actif dans ses apprentissages fait partie de ces lieux communs. Et ce qui me frappe quand j'étudie les textes de l'époque, comme quand je regarde les usages du vocabulaire pédagogique d'aujourd'hui, c'est que ces lieux communs permettent l'unité d'action au prix d'un malentendu, le plus souvent. Que ce malentendu peut même avoir un effet mobilisateur, qu'il peut même être socialement défendable et nécessaire. On peut socialement défendre l'idée que pour mobiliser les enseignants et leur redonner tous les jours le courage de reprendre le chemin de la classe, il faut leur expliquer que l'enfant est un être magique et merveilleux, doué d'une créativité inimaginable, et qu'à l'écouter et à le regarder, on va lui permettre de se développer dans des conditions fabuleuses. Peut-être que ce lieu commun de l'épanouissement, avec cette métaphore florale sous-jacente, permanente, est utile. Peut-être qu'il nous apporte au fond, socialement, psychologiquement, cette force intérieure, cette poésie du métier qui nous manquerait si nous ne l'avions pas. Mais il ne résiste évidemment pas à l'analyse, ni à l'analyse historique, ni a fortiori à l'analyse philosophique. Hamelin lui-même dit qu'il nous faut des lieux communs parce qu'il est impossible, dit-il, d'éduquer vraiment sans croire. Et il emploie le mot de croire délibérément et volontairement en rupture avec le mot savoir. Il y a des choses que l'on doit savoir pour enseigner, dit-il, mais il est aussi impossible, dit Hamelin, d'éduquer sans croire, c'est-à-dire sans espérer, sans s'indigner de l'état dans lequel se trouve le bien le plus précieux de l'humanité, son enfance, vouée aux nuisances de toutes sortes, à la stupidité, à l'incurie de l'espèce malfaisante que nous sommes. Et il nous renvoie à la croyance comme étant une sorte de nécessité qui nourrit en nous ce qu'un philosophe comme Cornelius Castoriadis appellera le foyer mythologique. Le foyer mythologique, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va partir dans un métier et que ce métier ne va plus être simplement la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. On va entretenir avec ce métier une relation qui va être une relation particulière, que le phénoménologue appellerait une relation d'intentionnalité. On ne va pas simplement enseigner parce que, on va enseigner en fonction d'une sorte de désir, ou en tout cas de projet intérieur. Et les phénoménologues, à cet égard, nous ont appris à quel point il fallait distinguer le pourquoi en deux mots du pourquoi en un mot. Ils nous ont même montré, à travers leurs œuvres, à quel point nous nous obstinons à répondre au pourquoi en deux mots pour nous éviter d'examiner le pourquoi en un seul mot. Nous savons bien pourquoi nous enseignons, pour que les élèves apprennent. Pourquoi nous enseignons? Pour gagner notre vie. Pourquoi nous enseignons? Pour avoir un statut social. Pourquoi nous enseignons? Pour toute une série de raisons que nous pouvons énumérer. Mais toutes ces raisons que nous pouvons énumérer ne sont que des motifs et non pas des raisons et non pas des vraies causes de ce pourquoi nous enseignons. De ce pourquoi nous enseignons, c'est-à-dire de ce qui nous anime dans notre rapport à l'enseignement, et qui fait que ce rapport à l'enseignement fait que notre métier n'est pas seulement l'exécution de tâches stéréotypées. Ce pourquoi, en un seul mot, nous enseignons, c'est probablement, autour de ce foyer mythologique, ce que nous hésitons ou évitons parfois de regarder en face, parce que cela nous renvoie à des questions auxquelles probablement les institutions n'ont pas vocation à répondre, mais elles ont sans doute vocation à nous permettre de nous les poser. Alors à partir de là, à partir de cette idée, je voudrais vous montrer à quel point les lieux communs sont présents
sous toutes les formes dans le discours éducatif. Je reprenais récemment une page d'un ouvrage qui avait pour titre du chapitre « Échec à l'échec ». Et je me souvenais que cette formule était le titre d'une revue publiée en Belgique par un mouvement d'éducation populaire et de militants pédagogiques. Et je voyais à ce sujet à quel point, j'ai pris la peine de chercher sur un moteur de recherche, à quel point cette formule avait pu être utilisée par un nombre considérable de gens, de tous bords, et avec des significations extrêmement diverses, comme étant une espèce de lieu commun dont on devrait tous considérer que c'est un drapeau auquel il faut se rallier. Alors, j'ai trouvé différentes acceptions de ce lieu commun, échec à l'échec. Par exemple, j'ai trouvé comme acception « Une société n'a aucun intérêt à gaspiller son potentiel de talent ». Bon, c'est une conception relativement libérale de échec à l'échec. J'ai trouvé une autre conception de échec à l'échec qui disait « La dialectique matérialiste de l'histoire rend inéluctable la lutte contre les inégalités sociales ». Donc là, on est plutôt dans une vision, on va dire, socialo-marxiste. Et puis j'ai trouvé d'autres interprétations de échec à l'échec. J'ai trouvé par exemple « Nul n'a le droit de désespérer de quiconque est aimé de Dieu ». C'est encore une autre interprétation de échec à l'échec. Et on pourrait multiplier ainsi les interprétations d'un slogan qui, au fond, est un slogan qui nous mobilise, qui a une fonction sociale et psychologique, mais dont la signification elle-même peut être interrogée et qui, en tout cas, ne lève pas en lui-même les malentendus dont il est porteur. Il y a d'autres slogans dont le malentendu est encore plus flagrant. Si nous prenons la fameuse formule qui sert de titre à un ouvrage superbe, d'ailleurs, de Janusz Korczak, « Le droit de l'enfant au respect ». Tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée du droit de l'enfant au respect. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'enfant? Alors là, si nous faisions ici un petit travail individuel, nous verrions la multiplicité des interprétations. Et nous verrions même que nous pouvons avoir des interprétations complètement contradictoires du droit de l'enfant au respect. Nous pouvons avoir une interprétation assez spontanéiste ou compassionniste. L'enfant doit être regardé, écouté, c'est un être merveilleux, il a droit à être respecté quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse. Ou on pourrait avoir une conception très interventionniste du droit de l'enfant au respect, en disant la meilleure manière de respecter l'enfant, c'est de lui enseigner ce que l'humanité a créé de plus beau, c'est-à-dire les œuvres fondamentales de la culture. Ou on pourrait avoir encore d'autres manières de dire le droit de l'enfant au respect, respectons les origines sociales et les croyances familiales, ou bien au contraire, disons, donnons le droit à l'enfant de subvertir ses origines sociales et ses croyances familiales. C'est quoi le respect? C'est le premier ou le deuxième? C'est respecter l'appartenance, la différence, hériter d'une histoire singulière, ou c'est donner la possibilité à l'enfant de subvertir cette appartenance et cette différence. On voit bien que tant qu'on n'a pas creusé un petit peu cette question, s'entendre sur le fait que l'enfant a droit au respect reste une manière un peu simpliste, un peu facile de pratiquer le discours pédagogique. Alors on peut se dire aussi le droit de l'enfant au respect, c'est l'interdiction du châtiment corporel, par exemple. Mais est-ce que réellement, à certains moments, si j'écoute certains pédopsychiatres, par exemple, respecter un enfant ne va pas m'amener à pratiquer un certain type de contention physique qui s'apparenterait, pour certains, à un châtiment corporel?
Et la notion même de châtiment corporel peut être interrogée. Est-ce que laisser un enfant 7 heures par jour assis à une table dans une salle de classe n'est pas en soi un châtiment corporel? Certains ont pu le prétendre, d'autres peuvent encore le penser. Voilà, donc vous voyez qu'on peut apparemment se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Le droit de l'enfant au respect fait partie de ces lieux communs sur lesquels tout le monde semble apparemment d'accord, et en réalité être confronté à des interprétations extrêmement contrastées. L'hypothèse que j'ai faite depuis longtemps dans mon travail de chercheur, c'est qu'il fallait jamais s'en tenir au lieu commun, mais qu'il fallait chercher les interprétations, et que c'était dans la querelle des interprétations que se situait la possibilité de déconstruire et de reconstruire un discours pédagogique voué par ailleurs à l'inachèvement. Déconstruire et reconstruire un discours pédagogique qui n'est pas en soi précisément un discours de vérité, mais qui est un discours que l'on peut interroger et dont la fonction est plus heuristique que fondamentalement dénotative, qui ne désigne pas les choses, mais qui d'une certaine manière nous permet, à travers les interprétations que l'on en fait, de débusquer les problèmes qui sont au cœur de l'éducation. La critique du discours pédagogique ne nous fournit pas de solutions, ni même de recettes, et a fortiori de recettes didactiques aux problèmes de l'enseignement, mais cette critique du discours pédagogique nous permet d'y voir clair dans les enjeux de l'éducation, ce qui me paraît effectivement tout à fait essentiel aujourd'hui. Alors moi-même, dans mon propre parcours, j'ai été amené à plusieurs reprises à utiliser évidemment des lieux communs, comme nous en utilisons tous au fur et à mesure de notre évolution dans le métier. Par exemple, j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur ce que j'ai appelé le principe d'éducabilité. Tout être peut apprendre et grandir, et nul n'est assigné à jamais à l'échec. C'est un peu le échec à l'échec de tout à l'heure. Vous voyez bien que cette affirmation peut être comprise comme une forme de profession de foi, quasiment un pari à la Pascal, mais c'est aussi d'une certaine manière un lieu commun qui n'engage pas à grand-chose, sauf si on le met en parallèle, ou si en tout cas on le met en regard d'un autre lieu commun tout aussi important, qui est « nul ne peut apprendre ni se développer à la place de quiconque ». Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on traque la contradiction, où on se dit « tout être peut apprendre, mais nul ne peut apprendre à la place de quiconque », eh bien on commence à identifier quel est le nœud du problème, et on commence à s'approcher de l'objet spécifique des pratiques pédagogiques, qui est précisément de construire des situations qui permettent au sujet d'apprendre par lui-même. Mais pour en arriver là, pour en arriver à une définition de la pédagogie sous cette forme-là, il faut avoir travaillé les lieux communs, les avoir mis en regard et avoir tenté de comprendre non pas ce qui fait la vérité de l'un au détriment de la vérité de l'autre, mais ce qui fait qu'ils sont vrais l'un et l'autre, et que c'est dans le fait qu'ils sont vrais l'un et l'autre que je vais trouver quelque chose qui va me faire avancer. C'est parce que tous les élèves peuvent apprendre, mais que je ne peux apprendre à la place d'aucun élève, que mon travail, c'est, comme le dit Rousseau dans l'Émile, de tout faire en ne faisant rien. Alors, c'est une formule extrêmement souvent citée, tout faire en ne faisant rien. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, dit Rousseau, c'est de tout faire en ne faisant rien. Tout faire en ne faisant rien. Tout faire parce que je n'ai jamais fini d'agir sur les conditions en ne faisant rien, parce que je ne peux pas agir à la place de l'autre. Et le tout faire en ne faisant rien, on va le retrouver ici ou là, planqué, si j'ose dire,
dans un certain nombre de discours pédagogiques. Si vous prenez le poème pédagogique de Makarenko, qui est un texte tout à fait étonnant, inspiré de Gorky et de Tolstoï, inspiré aussi de la mystique russe, mais aussi bourré de scientisme marxiste tout à fait au premier degré, vous y trouverez des choses comme « l'enfant est malade, soignez le milieu ». Ben, l'enfant est malade, soignez le milieu, ça n'est rien d'autre que tout faire en ne faisant rien, c'est-à-dire chercher les conditions optimales pour que l'autre fasse par lui-même. Mais vous voyez qu'on arrive à cette question qui est la question du sujet que parce que précisément on traque dans le lieu commun ce en quoi il peut nous révéler un certain nombre d'enjeux essentiels. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, rentrer un tout petit peu plus dans le détail et regarder quelques-uns des lieux communs de la pédagogie. Pourquoi faut-il les déconstruire? On va prendre un certain nombre d'exemples. Je vais commencer par un mot qui est particulièrement utilisé aujourd'hui, qui est le mot de compétence. Apprendre, ce serait acquérir des compétences. Moi-même, j'ai promu la notion de compétence dans les années 80-90 et je me souviens avoir écrit des textes à l'époque montrant l'intérêt d'utiliser la notion de compétence. En particulier, j'écrivais alors que cette notion était une antidote efficace à l'idéologie des dons. Dès lors que, par exemple, la créativité n'est plus un don inné, mais une compétence, elle est formable. Et si elle est formable, mon travail n'est pas renvoyé à l'admiration béate des aptitudes qui s'éveillent, mais à la création de conditions pour que des compétences se construisent. Et vous voyez bien qu'à ce titre, la notion de compétence a pu à un moment jouer contre une certaine forme de fatalisme. Dans les années 60, mais encore aujourd'hui, il existait une forme de banale psychologie des dons ou des facultés qui faisait qu'on disait d'un enfant qu'il était plus créateur ou plus imaginatif. Eh bien, ça a été très intéressant à l'époque de regarder d'un peu près les travaux d'un certain nombre d'Américains, par exemple, il y avait Guilford qui travaillait beaucoup là-dessus, pour essayer de comprendre comment ce qu'on appelait la créativité ou l'imagination n'était en réalité qu'une manière de faire fonctionner son intelligence en mettant en relation des choses qu'on ne met pas en relation systématiquement et que cela était formable à travers des dispositifs qui pouvaient être utilisés aussi bien dans les apprentissages scientifiques que dans les apprentissages littéraires. C'est l'époque où j'ai lu un livre que je vous recommande parce que c'est un des plus grands livres, me semble-t-il, qui a été écrit sur la question de l'écriture et sur la question de cette idéologie des dons, en particulier des ravages qu'elle fait sur la question de l'imagination, qui est le livre de Gianni Rodari, qui s'appelle « Grammaire de l'imagination », qui est un superbe petit ouvrage, en plus extrêmement agréable à lire, plein d'anecdotes et plein de propositions superbes, qui ne sont pas des recettes, mais qui sont précisément des méta-recettes, des outils pour inventer des outils. Donc j'ai cru à un moment, et avec vraiment conviction, que la notion de compétence était une antidote efficace à l'idéologie des dons. J'ai cru également que c'était une antidote très efficace à une sorte de pédagogie de l'ineffable. Vous savez, l'ineffable, c'est celui qui dit « tout se passe dans une relation quasiment mystique entre le maître et l'élève », qui transmet un savoir qui est en réalité... Alors, on peut broder sur l'ineffable, on peut lire
la façon dont des philosophes comme Régis Debray décrivent le rapport qu'ils ont entretenu avec leur maître comme Muglioni et expliquent qu'à un certain moment, ils ne s'appartiennent plus, qu'ils sont dans une relation quasiment mystique à la pensée d'autrui, etc. Ineffable, qui est souvent, il faut bien le dire, une manière de couvrir ou de camoufler habilement ce qui n'est rien d'autre que le charme discret de la bourgeoisie, c'est-à-dire une complicité culturelle entre des gens particulièrement proches les uns des autres en raison de leurs origines et de leurs idéologies. Cette pédagogie de l'ineffable, c'est la pédagogie aussi de celui qui n'a de compte à rendre à personne. Après tout, je fais ce que je veux, je dis ce que je dis, et il se passe ce qui se passe. Hein. Et l'aventure pédagogique, c'est cet événement qui échappe à tout et que personne ne peut me demander d'expliquer, en tout cas sur lequel personne ne peut me demander de rendre le moins de compte. J'ai fait partie de ceux qui jugeaient cette pédagogie de l'ineffable néfaste et déresponsabilisante, même si aujourd'hui j'aurais peut-être des réserves à émettre sur cette opinion de l'époque. Puis j'ai fait partie de ceux qui ont promu le mot de compétence aussi, parce que le mot de compétence renvoyait à une vision, essentiellement linguistique d'ailleurs, de la compétence opposée à la performance. Hein, une vision proposée par Chomsky. Je ne sais pas si vous avez lu ou regardé le livre de mon collègue Bernard Rey sur les compétences transversales en question, mais il y prend un très bel exemple, qui est l'exemple du patinage artistique. Et il dit il y a deux manières de juger ce qu'on voit, c'est-à-dire cette personne qui se déplace admirablement sur la glace. Il y a la performance, c'est-à-dire la performance technique et sportive, qu'on peut découper, qu'on peut même analyser jusqu'au moindre mouvement musculaire ou jusqu'au moindre influx nerveux, qu'on peut enregistrer, visionner et même calibrer d'une manière extrêmement précise. Et puis il y a l'unité, dit-il, de la compétence, et la compétence fonctionne ici chez Chomsky comme ce qui donne sens et renvoie à cette intentionnalité. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la manière dont on utilise le terme systématiquement aujourd'hui, c'est en tout cas la manière dont l'entendait Chomsky, qui disait « une performance ne nous dit jamais rien sur la compétence réelle qui est derrière », parce que, ne serait-ce qu'en domaine linguistique, vous pouvez avoir une compétence à parler une langue étrangère, mais ne pas avoir sur le moment les conditions pour réaliser la performance qui vous permet de réussir l'examen, par exemple. Donc cela nous renvoie à une certaine modestie dans l'évaluation. Et puis la notion de compétence était intéressante parce que ça a été un outil très utile pour penser les conditions de ce qui était déjà à l'ordre du jour dans les années 80, hein, qui était la transdisciplinarité. Ça permettait de donner une espèce de tableau de bord à la transdisciplinarité. À côté de l'ensemble des disciplines, on pouvait identifier des compétences transversales ou communes qui étaient formées et auxquelles les disciplines contribuaient. J'ajouterais qu'à partir de la notion de compétence, on a pu développer la notion de métacognition, qu'on a pu aussi travailler à une gestion différenciée des groupes. Autrement dit, la notion de compétence a été, à un moment donné, sans aucun doute, probablement une avancée intellectuelle et un lieu commun utile pour les pratiques pédagogiques. Un lieu commun utile. Mais les choses ont basculé très vite. Les choses ont basculé très vite et moi-même, je me suis senti très mal à l'aise dans l'utilisation de ce terme dès les années 90, dès la première rencontre de l'ERT, l'European Roundtable, excusez-moi pour mon anglais, qui avait été convoquée par Edith Cresson à Bruxelles et qui a proposé à un certain nombre
de formateurs essentiellement venus de la formation d'adultes, de construire des référentiels de compétences susceptibles de supplanter progressivement la notion de diplôme et de permettre d'identifier précisément le niveau d'employabilité de chaque individu. Le niveau et, on va dire même, le domaine d'employabilité, le domaine et le niveau d'employabilité de chaque individu. À ce moment-là, d'ailleurs, et on peut saluer, malgré le caractère un peu agaçant du personnage, sa vision un peu prophétique à l'époque, un collègue belge comme Nico Hirt avait attaqué assez violemment les militants pédagogiques qui utilisaient la notion de compétence, dont moi, en disant « vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train, à travers cette notion, de faire le lit des industriels qui sont là aux abois derrière pour transformer l'école en fabrique d'une main-d'œuvre la meilleure marché possible et la plus adaptée possible sur le marché, sans aucune préoccupation de la citoyenneté, de quoi que ce soit. Nico Hirt est interviewé dans un documentaire qui fait grand bruit dans les années 98-99, qui s'appelle « Le cartable de Big Brother ». Certains s'en souviennent peut-être, ou en tout cas ont eu l'occasion de rencontrer ce titre, où on voit une espèce d'école dans laquelle il n'y a plus que des cases à cocher qui correspondent à des compétences acquises, non acquises ou en voie d'acquisition. Et Nico Hirt dénonce là une vision ultra-libérale et ultra-totalitaire en même temps. Il montre que ça n'est pas contradictoire, le libéralisme et le totalitarisme de l'école. Ça nous a un peu déstabilisés, hein, nous qui pensions avoir découvert quelque chose qui était porteur d'un espoir de renouvellement radical des pratiques. Et puis les choses se sont confirmées. La notion de compétence a été enrôlée très fortement et on a vu très vite les dangers qu'elle comportait. Le danger de segmentation, évidemment. On segmente en compétences de plus en plus petites, hein. Le danger de perte de sens des apprentissages, la dilution de la notion même de culture, dès lors qu'il y a une somme de compétences, qu'est-ce que le mot culture peut bien vouloir dire ? De facto, une sorte de behaviorisme, c'est-à-dire de théorie psychologique implicite qui postule que le mental n'est qu'une boîte noire dont il faut faire l'hypothèse qu'elle n'existe pas pour engendrer des comportements à partir d'un certain nombre de stimuli. Behaviorisme pédagogique dont Linda Alla, l'une des grandes promoteuses de la notion de compétence, dira elle-même que ce behaviorisme pédagogique menace tous ceux qui, en réalité, ne cessent de se proclamer disciples du constructivisme, mais ne sachant pas le mettre en œuvre, se rabattent systématiquement sur le behaviorisme. Et Linda Alla elle-même dira « Attention, attention, les constructivistes sont souvent des behavioristes qui s'ignorent parce que tout simplement, nous n'avons peut-être pas encore compris que le behaviorisme était la seule théorie qui permettait l'évaluation qu'exigeait le système et que donc, pour que le système puisse lui-même tolérer le constructivisme, il faut qu'il le transforme en behaviorisme. Et puis on a vu, à la suite de ça, se développer des livrets de compétences où on mettait sur le même plan des compétences comme savoir faire preuve de créativité dans l'écriture d'un texte littéraire et savoir attacher une pièce jointe à un courriel, par exemple. Et on était même étonné de pouvoir imaginer que des inspecteurs généraux avaient pu mettre sur le même plan, dans un même référentiel de compétences, des choses aussi diversifiées et éclatées. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin autour de ça, mais vous sentez bien ce qui est en question là. Ce qui est en question, c'est que l'usage de quelque chose qui, à un moment donné, est porté par un mouvement, on va dire, subversif,
qui cherche à renverser la fatalité, peut être récupéré, entre guillemets, par des usages qui dévoient, en quelque sorte, les intentions primitives des utilisateurs. Alors, faut-il pour autant abandonner la notion de compétence? Faut-il la jeter aux orties? Est-ce que les arguments que aujourd'hui utilisent ceux qui dénoncent l'usage de cette notion rendent totalement obsolètes les arguments qui nous avaient fait introduire cette notion? Et ça, c'est une vraie question. Parce que souvent en pédagogie, quand on découvre que des arguments détruisent ou remettent en question quelque chose qu'on a introduit, on a tendance à faire un mouvement de bascule au lieu d'essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui structure la contradiction. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous disais, cherchons à comprendre ce qui structure la contradiction entre ce qui relève de l'éducabilité de tous et ce qui relève de la liberté de chacun, je crois qu'il faut comprendre ce qui structure la contradiction entre le caractère positif et subversif de la notion de compétence et son caractère infiniment réducteur et particulièrement dangereux dès lors qu'elle est enrôlée dans une forme de behaviorisme latent. Et je crois que cela nous renvoie à tout un travail sur ce que j'appellerais volontiers, pour reprendre encore une expression d'Ameline, la nécessité permanente de mettre en relation les finalités, les modalités de l'acte éducatif, c'est-à-dire de passer des intentions à ce qui permet de les observer ou d'en observer la réalisation sans pour autant renoncer à remonter aux intentions et ainsi de suite. Ce travail, qui est un travail de mise en cohérence de la pratique, est un travail absolument essentiel. Et l'incohérence des référentiels de compétences, s'il a un intérêt, c'est qu'il nous pousse à mettre en cohérence les choses, c'est-à-dire à nous demander quelles sont les finalités pour lesquelles nous travaillons, et à partir de ces finalités, quels sont les buts, les objectifs, les indicateurs de réussite que l'on peut repérer. Et puis, quand nous avons les indicateurs de réussite, comment nous pouvons remonter aux finalités et sans cesse parcourir la chaîne dans les deux sens pour ne pas être coincé entre une vision qui serait celle de l'ineffable, celle des finalités qui ne se concrétisent dans rien, et une vision qui serait celle d'un matérialisme segmenté et behaviorisme qui refuserait de se référer à des finalités capables de faire l'unité dans un comportement ou dans un projet. Et je crois que là encore, on voit bien qu'à travers l'analyse un peu fine de la notion de compétence, et si j'avais le temps, je vous montrerai à travers les textes comment c'est possible, bien sûr, à travers l'analyse un peu fine de cette notion, on peut dépasser la contradiction, mais dépasser la contradiction, c'est compliqué, c'est difficile et c'est dangereux. C'est dangereux parce que les institutions, et en particulier l'institution scolaire, sont souvent très friandes de la séparation systématique entre les finalités et les modalités. C'est-à-dire qu'elles adorent afficher des finalités, non pas pour engendrer des modalités, mais pour couvrir le fait que précisément les modalités sont en contradiction avec la finalité qu'elles annoncent. Ça leur permet ainsi d'ailleurs de fabriquer des spécialistes des finalités qu'on envoie dans les instituts de formation ou dans les colloques pour qu'ils arrêtent de mettre la pagaille dans les écoles en posant la seule question qui met vraiment la pagaille, qui est « Pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites ?» Bon. Puisque la seule question qui met vraiment la pagaille dans le monde, c'est la question de la mise en cohérence entre les projets les plus généraux et généreux et le moindre geste, comme disait Deligny. N'oublions pas que c'est là-dessus que Socrate a perdu la vie, quand même. Hein. Il a perdu la vie parce qu'il est allé dire aux Athéniens « Non mais attendez, c'est très très bien la démocratie, mais enfin, vous l'annoncez, vous voulez la faire, vous dites que les hommes doivent pouvoir, pas les femmes à l'époque, hein, c'est vraiment homme au sens d'homme, mais bon, doivent pouvoir, mais enfin, vous êtes sûr que vous êtes en train de pratiquer ça concrètement, là ?
c'est là-dessus qu'il a perdu la vie, parce que c'est l'empêcheur de tourner en rond par excellence, l'empêcheur de prêcher en rond ce que par ailleurs on dit de faire mais qu'on ne fait pas. Hein. On pourrait analyser, s'amuser à analyser à quel point le lieu commun de l'autonomie, par exemple, la formation des élèves à l'autonomie, est d'un ridicule accompli au regard de l'observation de la vie quotidienne d'une classe. Mais c'est de ridicule le plus accompli. Quand vous pensez qu'on se gargarise de la formation à l'autonomie, mais qu'on va aux toilettes à heure régulière quand même, et imposée. Hein? Alors, c'est peut-être légitime, mais bon, il n'y a pas que ça dans l'autonomie, vous me direz. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais l'institution est en réalité extrêmement contente que nous ne mettions pas en pratique l'autonomie que nous prenons. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, à la fois une classe et des professionnels qui sont véritablement autonomes. Donc, si nous voulons creuser encore un petit peu les choses, et je le fais d'une manière volontairement polémique avec vous, si nous voulons creuser un petit peu plus les choses, nous pouvons dire que fondamentalement, ces lieux communs comme la notion de compétence doivent être travaillés en essayant de retrouver en permanence à eux ce en quoi leurs contradictions font problème. C'est-à-dire qu'il faut les renverser. Ces lieux communs sont faits pour faire consensus. Il faut travailler sur eux pour qu'ils fassent problème, pour qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est à partir de ce désaccord qu'il faut, à mon avis, pouvoir ensuite travailler philosophiquement et pédagogiquement. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fait consensus, il faut en faire quelque chose qui permet de construire un désaccord, qui permet de construire un débat, qui permet de construire l'intelligence des enjeux. Et les enjeux sont effectivement très importants. Alors un exemple de lieu commun à décortiquer aujourd'hui, c'est celui de l'individualisation. J'ai été frappé, je participais à un colloque organisé par une très grande maison d'édition en 2008. C'était à la Mutualité, il y avait énormément de monde. Et dans ce colloque, animé par le responsable de la rubrique éducation du journal Le Monde, l'introduction faite par ce journaliste consistait à nous dire « Voilà au moins 2 ou 3 ans que la notion d'individualisation a fait son apparition dans le champ de l'éducation. » C'était en 2008. Alors ça interroge pour quelqu'un qui a fait un tout petit peu d'histoire de l'éducation et de la pédagogie. Ça interroge parce que d'abord, probablement, l'enseignement individualisé est beaucoup plus ancien que l'enseignement par classe, hein, dont vous savez qu'il n'a été stabilisé que dans les années 1830 par Guizot, au moment de l'adoption du modèle de la classe dite simultanée contre le modèle mutuel et le modèle individuel qui prévalait jusque-là. Donc, parler d'individualisation comme de quelque chose qui vient de faire son apparition, c'est problématique. Alors, on peut imaginer que les pratiques de l'enseignement individualisé du XVIIe siècle échappent à un journaliste centré sur l'actualité, c'est encore acceptable. Mais enfin, le XXe siècle n'a cessé d'explorer la question de l'individualisation. Dès 1907, je l'explique dans le petit ouvrage que Lucas a évoqué tout à l'heure, Hélène Parkhurst met en place une classe de travail entièrement individualisée où on teste les élèves dans toutes les matières au début de l'année et où on les fait travailler par fiches individuelles à leur rythme et ça donne lieu à une multitude d'expérimentations dans tous les États-Unis sous le nom de plan Dalton. Alors ça n'a rien à voir avec les cow-boys du même nom, hein. C'est parce que c'est dans
une ville qui s'appelle Dalton, que ce plan a été initié pour la première fois. Il s'appelait en réalité le plan d'études individualisées. Plan d'études individualisées. Ce plan va être repris à Chicago à partir des années 14 par Winnicott, par Washburn, etc., etc. Enfin, je pourrais vous expliquer très en détail en quoi il consistait. Il y avait un système de contrats individuels par élève, un système de tableaux de contrôle, un système de laboratoire disciplinaire, c'est-à-dire qu'avec son contrat, on arrivait le matin, on avait tant de fiches à faire en français, on allait dans le laboratoire de français et on faisait, et chacun progressait à son rythme, il n'y avait pas de classe, tout ça. Ces expériences-là existent dès le début du XXe siècle, dès le début du XXe siècle.